Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Et Benjamin Louvet qui est à nos côtés, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Et auteur donc de cet ouvrage paru il y a quelques semaines à peine, aux éditions du Rocher, coécrit avec Emmanuel H qui est directeur à l'IRIS, c'est ça, votre co-auteur, Métaux, le nouvel or noir. Avec cette question en sous-titre, demain, la pénurie, point d'interrogation. On va en parler, bien sûr, Benjamin. C'est un thème, les métaux dont on parle avec vous depuis plusieurs années maintenant. Et ce livre est la continuité des messages d'alerte que vous portez sur... Que je porte, mais que je ne suis pas le seul à porter. Non, bien sûr que non. Non, mais je sais bien. L'OCDE, le gouvernement français. Je vois ça comme une continuité des messages que vous venez porter sur ce plateau et sur d'autres depuis plusieurs années. Un mot quand même de l'actualité et cette question d'actualité autour du pétrole qui est identifié évidemment comme étant le principal vecteur potentiel de contagion de la crise qui se développe au Moyen-Orient. Comment on mesure l'idée d'une prime géopolitique sur le pétrole aujourd'hui? Le Brent est à $90. Avant les attaques du Hamas contre Israël, on était monté beaucoup plus haut. On s'était rapproché des $100, $97. Donc on est en dessous des sommets qui prévalaient avant les attaques du Hamas contre Israël. Est-ce qu'il y a une prime géopolitique aujourd'hui dans les cours du pétrole? La réponse est non, ou une très faible prime géopolitique, mais pour une raison simple, c'est que pour l'instant, on n'a aucun impact et aucune conséquence sur la distribution et le commerce de pétrole. Il continue à fonctionner plutôt bien, et puis on a eu des messages plutôt rassurants du côté de l'Arabie Saoudite, qui a dit qu'elle était là pour assurer la stabilité des marchés. On sait que l'Arabie Saoudite a baissé sa production et a à peu près aujourd'hui 2 millions de barils par jour de capacité qu'elle a retiré du marché ces derniers mois, en action préventive. Je le rappelle parce que c'est important, historiquement, l'OPEP et les pays du Moyen-Orient baissent leur production en réaction à une baisse de consommation. Et là, on a eu pour la première fois une réaction préventive, ce qui montre un peu la force que ressent l'OPEP sur ce marché. Elle sait que si elle retire ce pétrole, elle ne sera pas concurrencée, elle ne perdra pas de part de marché. Et donc l'Arabie Saoudite a dit en gros qu'elle serait prête à relâcher plus de pétrole si nécessaire pour équilibrer le marché. C'est le message qui a été reçu. Et on a aujourd'hui une situation qui est relativement contenue. Bon, la réplique d'Israël est encore toujours pas arrivée. Bien sûr. Il y a des problèmes de météo, il y a des problèmes de couloirs humanitaires, etc., qui font que ça a pris du retard. Il va falloir voir comment ça se passe. On sait que les Américains sont à la manœuvre. Ils ont envoyé 2 porte-avions dans la zone pour bien montrer qu'ils ne laisseraient pas le conflit s'embraser. Ils ont des contacts réguliers pour essayer de garder, ce qui est le challenge, de garder l'Iran en dehors de ce conflit. Vous noterez que dès le lendemain des attaques, le Wall Street Journal faisait un titre en disant qu'on avait des indices prouvant que l'Iran était derrière le Hamas sur cette opération. Le gouvernement américain n'a pas du tout renchéri. Et le gouvernement américain, aujourd'hui, est plutôt en train d'essayer de trouver un moyen de contenir ce conflit au territoire israélo-palestinien. Alors, le risque, c'est peut-être un débordement sur le Liban, avec le Hezbollah, qui pourrait, à ce moment-là, mal tourner et entrer dans une logique de conflit plus global. Et là, on pourrait avoir un vrai problème sur le pétrole. Ce qui va se jouer, en réalité... c'est la libre circulation du pétrole, comme je l'évoquais, et donc notamment le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Alors là-dessus, peut-être à tort, j'ai une relative prudence et je ne suis pas forcément très inquiet. Je rappelle juste que le détroit d'Ormuz est un détroit qui, dans sa partie la plus étroite, mesure 55 km de large. Donc c'est quand même difficile de bloquer totalement le passage. On pourrait avoir un ralentissement du pétrole, et c'est en cela que les propos de l'Arabie Saoudite sont plutôt rassurants. On a la 5e flotte américaine qui est pas loin. On a 2 porte-avions américains qui arrivent. Donc, on peut imaginer que les Américains feront le nécessaire pour que le trafic soit peu perturbé. Je rappelle quand même juste une chose, Grégoire. L'année prochaine, en novembre, il y a un truc un tout petit peu important aux États-Unis. C'est l'élection américaine. Ouais. Joe Biden n'est pas forcément dans la meilleure des situations quand on regarde les sondages. Et donc, avoir un prix du pétrole cher serait vraiment la dernière chose qu'il souhaiterait. D'ailleurs, on a aussi noté cette semaine que les États-Unis renouaient le dialogue avec le Venezuela. Oui, j'ai vu ça. Et envisageaient de lever des sanctions sur le Venezuela.
Alors, bon. Je suis pas sûr que ça. Après, vous nous l'avez souvent expliqué, hein, l'industrie, l'exploitation et la production pétrolière au Venezuela est tellement dévastée que même en desserrant les sanctions, il faudrait sans doute du temps pour des impacts rapides. Ça sera compliqué. Il faut au minimum 18 à 24 mois pour que ça ait vraiment des impacts. Élections au Venezuela en 2024. Hein. Il y a un calendrier d'élections dans les 12 prochains mois qui est spectaculaire, hein, des émergents aux pays développés. Si je viens au sujet d'un peu plus long terme qui nous anime avec cet ouvrage que je rappelle aux éditions du Rocher, Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie. Transition énergétique et souveraineté énergétique, puisqu'aujourd'hui ces deux objectifs se cumulent, s'additionnent, se multiplient. C'est la question, Benjamin, pour l'Europe notamment. Est-ce qu'on peut à la fois réussir cette transition énergétique en augmentant notre degré d'indépendance par rapport à la matière nécessaire? Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend à quel horizon vous regardez. Je rappelle d'abord une première chose qui est indispensable, c'est qu'aujourd'hui notre dépendance en termes énergétiques est très très forte, puisque nous avons très peu de pétrole. En Europe, il y en avait dans la mer du Nord, mais on est sur le déclin. Donc on est très dépendant de pays étrangers. Le conflit en Ukraine l'année dernière nous l'a douloureusement rappelé. Le gros avantage des métaux par rapport, et des énergies renouvelables, hein, je rappelle, on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec des transformateurs qu'il faut fabriquer et qui sont faits de métaux. Donc ça veut dire que la transition énergétique va transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Mais là, on a une énorme chance. C'est que les métaux et le pétrole sont des matières premières de nature très différente. Vous avez une matière première de consommation, le pétrole, qui quand vous l'utilisez, vous le brûlez et il disparaît. Un métal, quand vous l'utilisez, à l'exception de l'uranium, ses propriétés physiques ne changent pas et donc il peut être réutilisé. Donc à court terme, on est dans une phase d'accélération de nos besoins. Je rappelle, le CNRS dit, dans les 30 prochaines années, il va nous falloir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est cette période-là qui est difficile à passer. Mais si une fois la base installée, vous dites... Une fois, si on construit bien ça, qu'on met en place une filière de recyclage, à un horizon 15-20 ans, on a la possibilité d'avoir un système énergétique beaucoup plus indépendant avec ce qu'on appelle des mines urbaines. C'est-à-dire qu'une fois que ces métaux seront là chez nous, si on sait monter des filières de recyclage, on peut les réutiliser et donc petit à petit se défaire de cette dépendance. Donc au final, en termes de souveraineté énergétique, à terme... On peut y gagner. Voilà. On peut y gagner. Mais à très court terme, cette souveraineté elle est très difficile parce que la Chine, c'est l'éléphant dans la pièce. Ils sont gros producteurs d'un certain nombre de métaux, notamment les terres rares dont on parle très souvent, mais également ils sont très gros raffineurs parce qu'ils sont occupés de sécuriser l'approvisionnement en métaux depuis maintenant plus de 20 ans. Ils ont passé des contrats pour les métaux sur lesquels ils ne sont pas gros producteurs avec des pays africains, des pays sud-américains, dans lesquels ils ont pris des participations dans des entreprises pour s'assurer ces métaux. Et après, ils ont développé des capacités de raffinage sur les plus gros métaux de la transition. Ils raffinent entre 35 et 85% de ces métaux. Le lithium, par exemple, qui est principalement produit en Australie, le plus gros raffineur de lithium au monde, c'est la Chine, parce que le lithium australien, pour une grande partie, part en Chine pour être raffiné. Donc se défaire de l'emprise de la Chine à court terme est très difficile. Maintenant, il y a des initiatives, le Critical Raw Materials Act en Europe, le Net Zero Industry Act, qui vise à ce que 10% des métaux consommés en Europe soient produits en Europe à horizon 2030, que 45% des métaux consommés en Europe soient raffinés en Europe en 2030. C'est pas facile, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Le gouvernement français a pris les devants, parce que l'Europe était un peu en retard sur ces sujets. Philippe Varin a remis un rapport à Emmanuel Macron l'année dernière, en janvier 2022, qui a donné naissance à un fonds d'investissement partenariat public-privé dans lequel l'État a mis 500 millions et qui a été confié à Infravia Capital pour essayer de développer cette sécurité d'approvisionnement. Donc on a, à terme, des belles perspectives. À plus court terme, il faut construire cette diplomatie minérale dont on a déjà parlé sur votre antenne avec Stéphane Soumier ou avec vous. Bien sûr. Et ça, on a commencé. Avant l'été, il y a eu un accord commercial qui a été signé avec le Chili, plus gros producteur de cuivre au monde, gros producteur d'autres métaux, le lithium également. On a un accord qui a été signé il y a une semaine, je crois, avec l'Australie et le Canada. Alors pour l'instant, il n'est pas question de métal précis, de quantité précise. On cadre les choses. Mais on s'est mis en position de discuter sur ces sujets. Il y a eu une réunion à Paris par l'Agence internationale à l'énergie il y a quelques jours, réunissant 47 pays producteurs et consommateurs autour de cette problématique de la criticité des métaux. Donc on est clairement en train de mettre en place cette diplomatie minérale avec du retard sur la Chine, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Bon.
Après, pour les 10% de métaux à produire sur notre sol, on va tester l'acceptabilité d'ouvrir des mines aujourd'hui sur différents morceaux du territoire européen. C'est ça. Et là, je crois que... Alors déjà, il y a une première chose, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à mieux connaître notre sous-sol. Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait essayer d'étudier notre sous-sol, parce que la dernière étude du sous-sol français date de la fin des années 70, début des années 80. C'est le BRGM qui s'en occupe. À l'époque, on avait des moyens beaucoup moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Il y a une grosse différence dans le droit minier entre l'Europe et les États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, si vous achetez un terrain, vous êtes propriétaire du sous-sol. Donc, vous avez quand même un intérêt à aller chercher ce qui se trouve en dessous. En France, c'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup moins de recherche privée. Là, on va lancer une étude. Et après, il va quand même falloir qu'à un moment, on regarde la réalité en face. Il n'y a pas d'activité économique qui ne commence pas par un trou dans la terre pour prendre quelque chose et le transformer. Même une activité de service. Il vous faut un ordinateur, pour ça il faut des métaux. Il vous faut des câbles, pour ça il faut des métaux. Il vous faut des serveurs, pour ça il vous faut des métaux. Donc à un moment ou à un autre, et de l'énergie bien évidemment. Donc à un moment ou à un autre, il faut regarder la réalité en face. On ne peut pas déléguer nos problèmes. En plus, ça ne sert à rien parce que les problèmes d'environnement sont des problèmes qui sont des problèmes globaux, en tout cas pour le CO2. Donc effectivement, ça serait très égoïste de notre part de dire not in my backyard, les Anglais, allons faire ça ailleurs et pas chez nous. Et en plus, je pense que c'est plus possible même aujourd'hui, vu la situation de tension mondiale. L'avantage certain, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire des mines propres. Il y a un gros groupe minier, par exemple en France, en Europe, Boliden, en Suède, qui aujourd'hui exploite des mines en faisant attention aux quantités d'eau qu'il utilise, en utilisant de l'électricité renouvelable. Donc on est capable de mettre en place des standards sociaux, des standards de gouvernance, des standards environnementaux importants. Maintenant, c'est ce que je dis, il ne faut pas se leurrer. On ne fait pas une économie sans faire des trous dans la terre. Donc si on veut garder une économie et si on veut garder un potentiel de croissance, il faut accepter et regarder aussi le comparatif. On va se débarrasser en même temps bien sûr, toute l'exploitation. On s'affranchit évidemment des fossiles. Et les volumes de fossiles, si on prend en compte notamment le charbon qui sont extraits de la croûte terrestre aujourd'hui, sont très supérieurs aux volumes qui sont extraits pour les métaux. Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie, point d'interrogation, livre coécrit donc par vous, Benjamin Louvet, et Emmanuel H. aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Benjamin de venir partager régulièrement, fréquemment, votre éclairage sur ces questions énergétiques et de criticité des métaux en l'occurrence. Benjamin Louvet qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.